Le vent d'automne souffle sans relâche sur la pointe rocheuse de Penarrock, là où l'océan Atlantique vient fracasser ses vagues contre les falaises de granit noir. Nous sommes en novembre 2022 et la Bretagne s'habille déjà de ses couleurs hivernales. Un ciel gris ardoise, une mer d'un bleu presque métallique, et cette lumière si particulière qui semble toujours annoncer une tempête imminente. C'est dans ce décor que nous rencontrons Michel Kervella, 78 ans, ancien gardien de phare à la silhouette encore droite malgré les années. Son visage buriné par le sel et le vent raconte une vie entière passée à scruter l'horizon. Aujourd'hui, il marche d'un pas lent mais déterminé sur le sentier côtier, une boîte en bois usée sous le bras. Le phare d'Armorique se dresse devant lui, une tour de pierre blanche de 43 mètres qui défie les éléments depuis 1848. « J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps », murmure-t-il pour lui-même alors que la pluie commence à tomber, fine et glacée. Michel n'est pas revenu ici depuis presque 30 ans. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi cette journée. Nous sommes le 17 novembre, date qui marque exactement le 50e anniversaire de ce que les locaux appellent encore l'affaire des Sœurs du Phare. 50 ans depuis cette nuit de tempête de 1972 où Camille et Juliette Arnaud, les deux jeunes femmes qui gardèrent le phare d'Armorique, ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. À l'intérieur du petit musée maritime qui jouxte désormais le phare automatisé, Maryse Louarn, la conservatrice, accueille Michel avec surprise. Elle ne l'attendait pas. Personne ne l'attendait. « J'ai quelque chose qui doit être rendu public », annonce-t-il simplement en posant la boîte sur le comptoir d'accueil. Quand Maryse ouvre la boîte, elle découvre un cahier à la couverture de cuir craquelé. Sur la première page, une écriture fine et penchée a tracé ces mots. « Journal de Juliette Arnaud, phare d'Armorique, 1972 ». Le mystère des sœurs Arnaud vient de prendre un nouveau tournant, 50 ans après les faits. Remontons maintenant le temps, jusqu'à ce que la Bretagne des années 70 se matérialise devant nos yeux. Une époque où la modernité commence tout juste à transformer ces terres isolées, où la mer reste encore le principal moyen de subsistance pour de nombreuses familles, et où les phares représentent bien plus que de simples guides pour les navires. Ils sont des symboles de résistance humaine face à la nature impitoyable. Camille et Juliette Arnaud ne sont pas nés dans une famille de gardiens de phares. Leur père, François Arnaud, était instituteur dans le petit village de Kerlouan. Leur mère, Annick, bretonnante de naissance, travaillait comme infirmière à l'hôpital de Brest. Les jumelles, car elles étaient nées le même jour, avec seulement 20 minutes d'écart, avaient grandi avec cette double culture, l'éducation républicaine héritée de leur père et l'attachement viscéral à la Bretagne transmis par leur mère. La photographie qui trône encore aujourd'hui dans la salle principale du musée maritime les montre toutes les deux à l'âge de 25 ans, en 1970, lors de leur prise de fonction au phare d'Armorique. Deux jeunes femmes aux cheveux châtains coupés courts, aux yeux clairs et au sourire identique. Seul un grain de beauté sur la joue gauche de Camille permettait de les distinguer au premier coup d'œil. Elles n'étaient pas comme les autres filles de leur génération, nous raconte Loïc Kemener, 82 ans, ancien pêcheur qui les a bien connues. À une époque où beaucoup de femmes de leur âge se mariaient et fondaient une famille, elles ont choisi la mer et la solitude. Ça faisait jaser dans le coin, bien sûr. L'arrivée des sœurs Arnaud comme gardiennes du phare d'Armorique avait effectivement créé une petite révolution dans la région. Jusque-là, ce métier était exclusivement masculin, transmis de père en fils. Mais les temps changeaient. Même en Bretagne, l'administration maritime, confrontée à une pénurie de candidats, avait accepté leur candidature après qu'elles eurent brillamment réussi les examens techniques requis. Elles avaient cette détermination tranquille, se souvient Anne-Marie Guilloux, qui tenait l'épicerie du port à l'époque. Quand elles venaient faire leurs provisions une fois par mois, elles ne parlaient pas beaucoup, mais elles avaient cette façon d'observer intensément tout ce qui se passait autour d'elles, comme si elles absorbaient chaque détail avant de retourner dans leur monde à part. Le phare d'Armorique n'était pas le plus isolé de Bretagne, mais il n'était pas non plus facile d'accès.
Bâti sur un îlot rocheux, relié à la côte par une étroite bande de terre submersible à marée haute, il fallait calculer son arrivée en fonction des horaires des marées. Par gros temps, l'îlot pouvait rester coupé du continent pendant plusieurs jours. La vie quotidienne des sœurs Arnaud suivait le rythme immuable qu'imposait leur fonction. Toutes les 3 heures, l'une d'elles devait monter les 167 marches de l'escalier en colimaçon pour vérifier le mécanisme de la lanterne, s'assurer que le combustible ne manquait pas, que la rotation fonctionnait correctement. Entre ces vérifications, elles entretenaient le bâtiment, tenaient les registres météorologiques, communiquaient par radio avec les navires et les autres phares. Elles étaient très professionnelles, témoigne Jean-Yves Cadiou, qui supervisait plusieurs phares de la région à cette époque. Leur rapport était toujours précis, détaillé, jamais une plainte, même pendant les tempêtes les plus violentes. En fait, j'avais l'impression qu'elles aimaient ça, ces moments où la nature se déchaînait. Dans le village, les avis sur les sœurs Arnaud étaient partagés. Certains les admiraient pour leur courage, d'autres les trouvaient trop distantes, presque hautaines. Elles n'allaient jamais aux fêtes, au pardon, raconte Marie-Thérèse Le Gall, ancienne institutrice. Quand elles venaient à terre, c'était toujours pour des raisons précises, acheter des provisions, poster du courrier, se procurer des livres. Elles lisaient énormément, paraît-il. Ce que beaucoup ignoraient alors, c'est que les sœurs Arnaud menaient une double vie. Le journal de Juliette, retrouvé 50 ans plus tard, révèle qu'elles n'étaient pas seulement des gardiennes de phare, mais aussi des observatrices attentives de la faune marine. 15 avril 1972. Aujourd'hui, nous avons aperçu le grand dauphin à la nageoire dorsale abîmée. C'est la 3e fois ce mois-ci. Camille est persuadée qu'il reconnaît le phare et qu'il vient délibérément dans notre secteur. Nous avons pris des photos et noté son comportement pendant près de 2 heures. Le professeur Menet sera certainement intéressé par nos observations. Le professeur René Menet, océanographe à l'université de Brest, avait en effet établi une correspondance régulière avec les sœurs Arnaud. Dans ses archives, récemment ouvertes à la recherche, on trouve plusieurs lettres échangées avec Juliette et Camille au sujet de leurs observations marines. Vos notes sur les mouvements migratoires des dauphins sont précieuses, leur écrivait-il en juin 1972. Peu de scientifiques ont la possibilité d'observer quotidiennement le même secteur maritime. Votre position au phare d'Armorique vous donne un point de vue unique que j'envie presque. Mais les sœurs Arnaud ne se contentaient pas d'observer les dauphins. Le journal de Juliette révèle qu'elle s'intéressait également à des phénomènes plus mystérieux. 8 juillet 1972. 3e nuit d'observation des lumières sous-marines. Elles sont apparues vers 2h15 du matin, à environ 800 mètres au nord-ouest du phare. Camille a chronométré leur présence, 7 minutes et 23 secondes exactement. Comme les fois précédentes, elles semblaient pulser avec une régularité mathématique. Nous avons enregistré le son capté par l'hydrophone. Les fréquences sont étranges, presque mécaniques, mais certainement pas produites par un moteur de bateau ou un sonar militaire. Nous n'en parlons à personne pour l'instant, pas même au professeur Menet. Il nous prendrait pour des folles. Cette entrée du journal soulève de nombreuses questions. De quelle lumière s'agissait-il? Pourquoi les sœurs gardaient-elles ces observations secrètes? Et surtout, quel lien pourrait exister entre ces mystérieuses lumières sous-marines et leur disparition quelques mois plus tard? L'été 1972 avait été particulièrement beau en Bretagne. Des journées ensoleillées, des nuits étoilées, une mer souvent calme. Les touristes étaient devenus nombreux, découvrant les plages encore sauvages, les villages pittoresques et les légendes locales que les anciens se plaisaient à raconter autour d'un verre de cidre. Les sœurs du phare, on les voyait un peu plus souvent pendant cette période, se rappelle Erwan Morvan, qui était alors un jeune pêcheur de 22 ans. Elles venaient parfois s'asseoir à la terrasse du café du port, commandaient un café et observaient les gens. Elles ne se mélangeaient pas vraiment, mais elles n'étaient pas désagréables non plus. Si on leur adressait la parole, elles répondaient poliment, sans plus. C'est aussi pendant cet été que plusieurs habitants remarquèrent un changement subtil dans le comportement des jumelles. Elles semblaient plus tendues, plus sur leur garde,
témoigne Anne-Marie Guilloux. Un jour d'août, Juliette est venue acheter des provisions et j'ai remarqué qu'elle avait les mains qui tremblaient légèrement. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle m'a répondu que c'était juste de la fatigue, que les nuits au phare étaient courtes en cette saison. Le journal de Juliette confirme cette tension croissante. 24 août 1972. Les lumières sont revenues, plus intenses cette fois. Elles sont restées visibles pendant presque 20 minutes. Camille a essayé d'établir un contact en utilisant notre propre projecteur, suivant un schéma mathématique simple. Pas de réponse apparente, mais les lumières ont changé de couleur, passant du bleu-vert habituel à un rouge profond, avant de disparaître. Nous commençons à avoir peur. Et si quelqu'un surveillait nos tentatives de communication? J'ai cru apercevoir une silhouette sur la plage ce matin, quelqu'un qui nous observait avec des jumelles. Quand j'ai voulu m'approcher, la personne a disparu. Septembre arriva, et avec lui les premiers coups de vent d'automne. La Bretagne changeait de visage, retrouvant son aspect plus sauvage, plus authentique aussi selon certains. Les touristes partaient, les bateaux de pêche restaient plus souvent à quai, et la vie reprenait son rythme habituel. Pour les sœurs Arnaud, cependant, quelque chose avait définitivement changé. Leurs visites au village devenaient plus rares, plus brèves aussi. Elles ne s'attardaient plus au café du port, faisaient leurs courses rapidement et semblaient toujours pressées de retourner à leur phare. La dernière fois que je les ai vues, c'était début octobre, raconte Louis Kermarec, facteur à l'époque. J'avais une lettre recommandée pour elle, de l'université de Brest, je crois. Juliette l'a signée, mais elle avait l'air préoccupée. Elle m'a demandé si j'avais remarqué des étrangers dans le coin, des gens qui poseraient des questions sur elle. Ça m'a semblé bizarre sur le moment. Le journal de Juliette devient plus cryptique à partir d'octobre, 12 octobre 1972. Nous avons décidé de coder nos observations à partir de maintenant. C'est plus sûr. Si quelqu'un trouve ce journal, il ne comprendra pas l'importance de ce que nous avons découvert. Camille pense que nous devrions tout arrêter, mais comment le pourrions-nous? C'est peut-être la découverte la plus importante de notre époque. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer par peur. À partir de cette date, plusieurs pages du journal sont effectivement écrites dans un code que personne n'a encore réussi à déchiffrer complètement. Des séquences de chiffres, des symboles étranges, et quelques mots en breton ancien s'entremêlent dans un système qui semble avoir été créé par les sœurs elles-mêmes. Les événements s'accélérèrent avec l'arrivée de novembre. La météo se dégradait, comme c'est souvent le cas en Bretagne à cette période de l'année. Les tempêtes se succédaient, rendant les communications avec le phare d'Armorique plus difficiles, plus sporadiques aussi. Le 10 novembre, nous avons reçu leur dernier rapport météo par radio, témoigne Jean-Yves Cadiou. Tout semblait normal. Elles ont signalé des vents de force 8, une visibilité réduite à moins d'1 000 nautiques et des vagues de 4 à 5 mètres. Rien d'exceptionnel pour la saison. À la fin de la transmission, Camille, je crois que c'était elle, a ajouté qu'elles avaient suffisamment de provisions pour tenir 3 semaines si nécessaire. C'était une remarque standard pendant la saison des tempêtes. Ce que Jean-Yves Cadiou ignore alors, c'est que les sœurs Arnaud ont aussi contacté le professeur Menet ce même jour. Dans ses archives, on retrouve la transcription d'un appel téléphonique daté du 10 novembre 1972. Professeur Menet. Phare d'Armorique. Je vous reçois mal. Juliette Arnaud. Professeur, c'est urgent. Nous avons besoin de votre aide. Les enregistrements que nous vous avons envoyés la semaine dernière, professeur Menet, je les ai reçus, mais je n'ai pas encore eu le temps de les analyser en détail. Juliette Arnaud. Il faut le faire maintenant. Et il faut aussi que vous contactiez votre ami à l'observatoire, celui dont vous nous avez parlé. Professeur Menet, le docteur Kervénic, pourquoi? Juliette Arnaud. Parce que ce n'est pas seulement sous-marin, c'est aussi interférence. Stellaire. Nous en sommes certaines maintenant. Professeur Menet. Je ne comprends pas bien. Vous parlez des phénomènes lumineux? Juliette Arnaud. Oui, et de bien plus encore. Nous ne sommes pas interférence forte. Seuls. Ils communiquent, professeur. Et maintenant, je crois qu'ils savent que nous les avons détectés. Professeur Menet,
Qui ça? Il. Silence, puis la communication est coupée. Le professeur Menet tenta de rappeler le phare à plusieurs reprises, sans succès. Il mit cela sur le compte de la tempête qui s'intensifiait et perturba les communications pendant plusieurs jours. Ce n'est que le 17 novembre 1972 que l'alerte fut donnée. Le phare d'Armorique ne répondait plus depuis 3 jours complets. Les gardes-côtes tentèrent une approche par la mer, mais les conditions étaient trop dangereuses. Un hélicoptère militaire survola finalement le phare le 18 novembre. De l'extérieur, tout semblait normal. La lanterne fonctionnait correctement. Aucun dégât visible n'était à signaler. Ce n'est que le 19 novembre, lorsque la tempête s'apaisa enfin, qu'une équipe put accoster sur l'îlot. Ce qu'ils découvrirent reste encore aujourd'hui entouré de mystères. Le phare était parfaitement entretenu, raconte Michel Kervella, qui faisait partie de cette première équipe d'intervention. Tout était à sa place, propre, fonctionnel. Le mécanisme de la lanterne avait été révisé récemment. Les réserves de combustible étaient pleines. Le journal de bord était à jour jusqu'au 14 novembre à 23h15. Dernière entrée, mer démontée, vent de nord-ouest force 9, visibilité nulle, lanterne en fonction normale. Signé Juliette Arnaud. Mais des 2 sœurs, aucune trace. Leurs vêtements personnels étaient toujours là, leurs livres également. 2 tasses de thé à moitié vides se trouvaient sur la table de la cuisine. Tout indiquait qu'elles avaient quitté les lieux précipitamment sans emporter quoi que ce soit. La seule chose vraiment étrange, poursuit Michel, c'était l'état de leur matériel scientifique. Elles avaient installé une petite station d'observation dans la pièce ouest du phare. Microscope, cartes marines annotées, classeurs remplis de notes. Tout ça était éparpillé, comme si quelqu'un avait fouillé dedans à la hâte. Leur appareil photo Hasselblad avait disparu, ainsi que plusieurs bobines de films. Leurs carnets d'observation les plus récents aussi. L'enquête officielle qui suivit conclut à un accident tragique. La théorie avancée par les autorités suggérait que les sœurs étaient sorties pendant la tempête, peut-être pour vérifier quelque chose sur la plateforme extérieure du phare, et qu'elles avaient été emportées par une vague particulièrement puissante. Les recherches en mer ne donnèrent aucun résultat, ni corps, ni débris personnels. Mais cette explication ne convainquit jamais totalement ceux qui connaissaient bien Camille et Juliette Arnaud. Elles étaient trop professionnelles pour prendre un tel risque, affirme Jean-Yves Cadiou. Jamais elles ne seraient sorties en pleine tempête sans être attachées. Et puis, pourquoi seraient-elles sorties toutes les 2 en même temps? Le protocole de sécurité est clair. Un gardien reste toujours à l'intérieur pendant que l'autre effectue une intervention extérieure si nécessaire. D'autres témoignages vinrent compliquer l'affaire. Un pêcheur affirma avoir aperçu des lumières inhabituelles dans le ciel, au-dessus du phare, la nuit du 14 au 15 novembre. Un autre prétendit avoir entendu un bruit comme celui d'un moteur d'avion, mais différent, plus grave, vers 3 heures du matin cette même nuit. Ces témoignages furent rapidement écartés par les enquêteurs, qui les attribuèrent à l'imagination fertile des témoins, exacerbée par les circonstances dramatiques. L'affaire fut officiellement classée en février 1973. Verdict, accident mortel en mer. Les corps des sœurs Arnaud ne furent jamais retrouvés. Pendant ce temps, le professeur René Menet menait sa propre enquête discrète. Il avait bien reçu les enregistrements envoyés par les sœurs quelques jours avant leur disparition. Son analyse révéla des sons sous-marins effectivement inhabituels, des séquences rythmiques qui ne correspondaient à aucun phénomène naturel connu ni à aucune activité humaine répertoriée. Il contacta également le docteur Jan Kervenik, astronome à l'Observatoire de Haute-Provence, comme Juliette le lui avait demandé lors de leur dernier appel. Kervenik confirma qu'une anomalie avait été détectée dans le ciel breton cette nuit-là. Une perturbation atmosphérique localisée, trop brève pour être étudiée en détail, mais suffisamment inhabituelle pour être notée dans les registres de l'observatoire. Ces éléments, Menet et Kervenik, décidèrent de les garder pour eux. L'époque n'était pas propice aux théories qui sortaient trop des sentiers battus de la science officielle. Leur carrière aurait pu en souffrir. Pourtant,
Le professeur Menet ne cessa jamais de chercher des réponses. Jusqu'à sa mort en 1997, il accumula notes et observations sur des phénomènes similaires le long des côtes bretonnes. Son dossier sur l'affaire Arnaud, comme il l'appelait, finit par occuper tout un placard dans son bureau de l'université. Quant au journal de Juliette, celui que Michel Kervella vient de remettre au musée maritime en ce jour de novembre 2022, il était resté caché pendant 50 ans. Comment est-il arrivé entre les mains de l'ancien gardien de phare? C'est là que commence véritablement notre enquête et que le passé vient brusquement bouleverser le présent. Le vent redoublait de violence, tandis que Maryse Louarn tournait délicatement les pages jaunies du journal de Juliette. Michel Kervella, debout à ses côtés, semblait porter tout le poids de ses 50 années de silence sur ses épaules voûtées. « Comment ce journal est-il arrivé entre vos mains, monsieur Kervella ?» demanda finalement Maryse, levant ses yeux du précieux document. Michel passa une main rugueuse sur son visage buriné par les années. « C'est une longue histoire », soupira-t-il. « Une histoire que j'aurais dû raconter bien plus tôt. » Dans la petite salle du musée maritime, la pluie battait contre les vitres avec insistance, comme pour rappeler que les secrets gardés trop longtemps finissent toujours par réclamer leur dû. « J'étais jeune gardien remplaçant à l'époque, » commença Michel. « J'ai fait partie de la seconde équipe envoyée au phare après la découverte de la disparition. Nous devions récupérer tout ce qui pouvait avoir une valeur personnelle pour la famille Arnaud. » Il fit une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient particulièrement. « Dans la chambre de Juliette, j'ai trouvé ce journal glissé entre le matelas et le sommier. Je l'ai pris. Je n'aurais pas dû, mais quelque chose me disait que c'était important, que ça ne devait pas tomber entre n'importe quelle main. » La révélation de Michel Kervella n'était que le début d'une chaîne d'événements qui allait ébranler la petite communauté côtière et rouvrir des blessures que beaucoup croyaient cicatrisées. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la réapparition du journal se répandit comme une traînée de poudre. Des journalistes de Brest, puis de Paris, débarquèrent dans le petit village breton, avides de raviver cette mystérieuse affaire qui, 50 ans plus tard, continuait de fasciner. Parmi les premières personnes contactées se trouvait Pierre Arnaud, le neveu des jumelles disparues, fils de leur frère cadet Laurent. À 58 ans, Pierre dirigeait maintenant une entreprise d'informatique à Rennes, bien loin des légendes et des mystères qui entouraient ses tantes. « Je n'avais que 8 ans quand elles ont disparu », confia-t-il à une journaliste de France 3 Bretagne. « Mais je me souviens parfaitement de l'effet que cette disparition a eu sur notre famille. Mon père n'a jamais accepté la version officielle. Ça l'a rongé jusqu'à sa mort en 2011. Laurent Arnaud avait en effet consacré une grande partie de sa vie à chercher la vérité sur le sort de ses sœurs. Instituteur comme son père, il avait progressivement abandonné sa carrière pour se consacrer à cette quête obsessionnelle, collectant témoignages et indices, interrogeant pêcheurs et marins, consultant météorologues et océanographes. Notre maison était devenue une sorte de quartier général pour son enquête personnelle, se souvint Pierre. Les murs du garage étaient couverts de cartes marines, de photos, de coupures de presse. Il y avait des classeurs entiers de témoignages qu'il avait lui-même recueillis. Ma mère a fini par partir en 1985. Elle disait qu'elle ne pouvait plus vivre avec un fantôme qui cherchait d'autres fantômes. Les parents des jumelles, François et Annick Arnaud, n'avaient pas mieux supporté la disparition de leur fille. François était décédé d'une crise cardiaque moins de 2 ans après le drame. Annick s'était repliée sur elle-même, ne quittant presque plus sa maison de Kerlouan jusqu'à sa mort en 1990. « Mes grands-parents sont morts de chagrin, c'est aussi simple que cela », affirma Pierre. L'absence de corps, l'absence de réponse claire, c'était une torture pour eux. Ma grand-mère gardait les chambres de Camille et Juliette intactes, comme si elles allaient de revenir d'un moment à l'autre. Elle leur parlait même parfois, surtout les soirs de tempête. Le journal de Juliette représentait donc bien plus qu'un simple témoignage historique. C'était un fragment d'existence arraché au néant, la voix d'une disparue qui résonnait à nouveau après un demi-siècle de silence. Pour Hélène Tanguy, commissaire divisionnaire à la retraite qui avait débuté sa carrière quelques années après le drame,
La réapparition du journal suscita un intérêt professionnel immédiat. « J'ai toujours été fasciné par cette affaire », confia-t-elle lors d'une conférence improvisée au musée maritime. « C'est un cas d'école en matière d'enquête mal conduite. Tout a été fait à l'envers depuis le début. » Hélène Tanguy avait étudié le dossier dans les années 90, alors qu'elle travaillait à la section des personnes disparues à Brest. Son analyse méthodique révélait de nombreuses failles dans l'investigation initiale. Premier problème, la contamination de la Seine, expliqua-t-elle. Quand l'équipe d'intervention est arrivée au phare le 19 novembre, ils n'avaient aucun protocole clair. Ils ont touché à tout, déplacé des objets, piétiné d'éventuelles traces. Le rapport initial mentionne que plusieurs personnes ont même utilisé les toilettes du phare avant que les lieux ne soient correctement inspectés. Elle poursuivit sa critique avec une précision chirurgicale. Deuxième problème, les témoignages ont été recueillis de façon désordonnée, parfois plusieurs semaines après les faits. Certains témoins clés n'ont jamais été auditionnés formellement. Le pêcheur qui prétendait avoir vu des lumières étranges, on a juste noté son nom et son observation dans un coin de rapport, sans suite. La théorie de l'accident avait été adoptée très tôt, presque trop tôt selon elle, et les autres pistes avaient été négligées. On a parlé d'accident, de suicide, même de fugue romantique. Les rumeurs allaient bon train sur une prétendue relation entre les deux sœurs et des amants secrets. Mais personne n'a sérieusement envisagé l'hypothèse criminelle, remarqua-t-elle. Pourtant, le matériel scientifique éparpillé, les carnets manquants, tout cela suggérait au minimum une intervention extérieure. Yann Le Bihan, qui avait dirigé l'enquête officielle en 1972 et qui, à 93 ans, vivait maintenant dans une maison de retraite près de Quimper, défendit son travail avec la véhémence que lui permettait encore son grand âge. « Nous avons fait ce que nous pouvions avec les moyens de l'époque », déclara-t-il au journaliste de Ouest France venu l'interroger. « Vous croyez qu'on avait des équipes scientifiques, des psychologues, des profileurs? On avait 3 gendarmes à temps plein et moi-même. La météo était exécrable, l'accès aux phares dangereux. Et puis, tous les indices pointaient vers un accident. » Il ajouta, avec une pointe d'amertume, « Les gens adorent les mystères. Ils préfèrent croire à des histoires de lumières étranges ou d'enlèvements plutôt qu'à la simple et triste vérité. 2 jeunes femmes courageuses ont été victimes de l'océan, comme tant d'autres avant elles. Le vieux policier avait peut-être raison sur un point, la fascination du public pour le mystère. En quelques semaines à peine, l'affaire des sœurs Arnaud était redevenue un sujet de conversation quotidien en Bretagne. Des théories de toutes sortes ressurgirent, certaines rationnelles, d'autres beaucoup moins. Marc Lemaître, historien local et auteur de plusieurs livres sur les légendes bretonnes, proposait une interprétation qui mêlait folklore et faits. La Bretagne a toujours eu une relation particulière avec l'invisible, expliqua-t-il lors d'une conférence qui attira plus de 200 personnes à la médiathèque de Brest. Nos côtes sont peuplées d'histoires de villes englouties, de Corrigan, d'Ankou, notre personnification de la mort. Les phares eux-mêmes sont des lieux chargés symboliquement, à la frontière entre terre et mer, entre le monde des vivants et celui des morts. Il établit des parallèles entre la disparition des sœurs Arnaud et d'autres légendes côtières, notamment celle des 3 roches près de Plogoff, où 3 jeunes filles auraient été emportées par les flots un soir de pleine lune au XVIIIe siècle, après avoir aperçu des lumières dansantes au-dessus de l'eau. « Je ne dis pas que les légendes expliquent tout, » précisa-t-il, mais elles nous rappellent que certains phénomènes inexpliqués suivent parfois des motifs récurrents à travers les siècles. D'autres proposaient des explications plus contemporaines. Thomas Kerjan, biologiste marin à l'Ifremer, s'intéressa aux lumières sous-marines mentionnées dans le journal de Juliette. Certaines bactéries bioluminescentes peuvent produire des effets spectaculaires, surtout quand elles sont concentrées par des courants particuliers. La mer d'Iroise, avec ses puissants courants et sa biodiversité exceptionnelle, pourrait certainement abriter de tels phénomènes. Quant aux sons enregistrés par les sœurs et analysés par le professeur Menet,
Kerjean suggéra qu'il pourrait être lié à des activités géologiques sous-marines. Les failles sismiques peuvent produire des sons très réguliers, presque mécaniques. Combinés à des effets de résonance dans certaines formations rocheuses sous-marines, ils peuvent donner l'impression d'un signal artificiel. La théorie la plus controversée vint de Caroline Duval, ufologue amateur mais respectée dans son domaine. Sans surprise, elle établit un lien avec des phénomènes extraterrestres. Les observations des sœurs Arnaud correspondent exactement au schéma de ce que nous appelons les USOs, Unidentified Submersible Objects, affirma-t-elle. Ces objets peuvent passer de l'eau à l'air sans difficulté apparente. Les archives de la marine de plusieurs pays regorgent de témoignages similaires, souvent classifiés pendant des décennies. Elle cita le fameux incident de Chagharbourg au Canada en 1967, où un objet lumineux s'était apparemment écrasé dans l'océan, provoquant des recherches intensives de la part des autorités sans résultat concluant. Pendant que théorie et contre-théorie s'affrontaient dans les médias et les réseaux sociaux, un travail plus méthodique se poursuivait dans l'ombre. Maryse Louarn avait confié le journal de Juliette à une équipe de spécialistes de l'Université de Rennes pour analyse et tentative de déchiffrement des passages codés. Sophie Guillaumarche, linguiste et cryptographe, dirigeait cette équipe avec une rigueur scientifique qui contrastait avec l'effervescence médiatique. « Ce que nous pouvons déjà dire avec certitude, expliqua-t-elle lors d'une conférence de presse sobre, c'est que les sœurs Arnaud utilisait un système de cryptage étonnamment sophistiqué pour l'époque. Il combine un chiffre de substitution complexe avec des éléments de breton ancien et des références numériques qui pourraient correspondre à des coordonnées géographiques. L'équipe avait réussi à déchiffrer partiellement certains passages, notamment une entrée datée du 2 novembre 1972, nouveau contact cette nuit. Plus clair que jamais. La séquence mathématique s'est répétée exactement comme prévu. Nombre premier dans l'ordre croissant jusqu'à 37, puis décroissant. C'est indéniablement intelligent et délibéré. Nous avons répondu avec la suite de Fibonacci comme convenu. Attente. Puis, ils ont émis une nouvelle séquence que nous n'avons pas encore décodée entièrement. Camille pense qu'il s'agit de coordonnées spatiales ou temporelles. Si c'est le cas, cela confirmerait l'hypothèse S. Notre décision est prise. Nous irons au point X le 15 si les conditions le permettent. Ce passage soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Que signifiait l'hypothèse S? Où se trouvait ce mystérieux point X? Et surtout, qui étaient ces « ils » avec lesquels les sœurs semblaient communiquer? Pendant ce temps, l'impact de cette affaire ressuscitée se faisait sentir bien au-delà du cercle des enquêteurs et des passionnés. Le petit village côtier, qui vivait principalement du tourisme et de la pêche, connut soudain un afflux de visiteurs inédits pour un mois de novembre. Des curieux venaient du monde entier, espérant apercevoir le phare d'Armorique ou simplement s'imprégner de l'atmosphère du lieu. L'économie locale en bénéficia instantanément. Gilles Morvan, fils d'Erwan et actuel propriétaire du Café du Port, ne cachait pas sa satisfaction. On n'a jamais vu ça en basse saison. Toutes les chambres d'hôtes sont pleines. Le restaurant ne désemplit pas. J'ai même dû embaucher 2 serveurs supplémentaires. Mais cette soudaine notoriété n'était pas du goût de tous. Certains anciens, qui avaient connus personnellement les sœurs Arnaud, trouvaient indécent ce regain d'intérêt médiatique. On en fait un spectacle, déplora Marie-Anne Kemener, 85 ans, cousine éloignée de Loïc. Ces pauvres filles méritent le respect, pas d'être transformées en attraction touristique. Si elles pouvaient voir tout ce cirque, pour les autorités locales, la situation présentait à la fois des opportunités et des défis. Le maire, Jean-Marc Guilloux, petit-fils d'Anne-Marie, tenta de trouver un équilibre entre l'accueil des visiteurs et la préservation de la dignité du lieu. Nous avons décidé d'organiser une cérémonie commémorative pour les sœurs Arnaud, annonça-t-il. Pas un événement touristique, mais un moment de recueillement. Le phare sera illuminé de façon spéciale, ce 17 novembre, date anniversaire de leur disparition. Ce sera notre façon de leur dire que nous ne les avons pas oubliés. La cérémonie attira néanmoins plusieurs centaines de personnes sur la pointe rocheuse.
À la tombée de la nuit, alors que le puissant faisceau du phare balayait l'obscurité, un silence respectueux s'installa sur la foule rassemblée. Pierre Arnaud, visiblement ému, déposa une gerbe de fleurs sur les rochers battus par les vagues. Ce moment de communion collective marqua un tournant dans l'affaire. Au-delà de la curiosité et des théories, émergeait maintenant un désir profond de justice et de vérité. Les sœurs Arnaud n'étaient de plus seulement des personnages d'une énigme fascinante. Elles redevenaient des êtres humains avec leurs espoirs, leurs passions et leurs destins tragiques. Cette humanisation des victimes conduisit à une mobilisation plus concrète. Une association, Mémoire du phare, fut créée à l'initiative de Lucie Kervella, petite fille de Michel, pour centraliser recherche et témoignages. Notre objectif n'est pas de promouvoir une théorie particulière, expliqua la jeune femme de 27 ans, océanographe de formation. Nous voulons simplement rassembler toutes les pièces du puzzle, préserver la mémoire de Camille et Juliette, et peut-être, si c'est encore possible, découvrir ce qui leur est vraiment arrivé. L'association lança un appel à témoins, demandant à toute personne ayant connu les sœurs ou possédant des informations sur l'affaire de se manifester. À la surprise générale, des dizaines de témoignages inédits émergèrent, certains provenant de personnes qui s'étaient tues pendant 50 ans. Parmi ces nouvelles voix, celle de Gabriel Kermarek, 76 ans, fils de Louis le facteur, apporta un éclairage inattendu. Mon père m'a confié quelque chose peu avant sa mort, en 1988. Il n'avait jamais osé le dire officiellement à l'époque. Quelques jours avant la disparition des sœurs, il avait remarqué un homme qui les observait de loin avec des jumelles. Il l'avait vu à plusieurs reprises, toujours à distance, jamais au même endroit. Mon père lui avait demandé ce qu'il faisait là, et l'homme avait prétendu être ornithologue, intéressé par les oiseaux marins. Mais il n'avait ni carnet, ni appareil photo, juste ses jumelles militaires. Et mon père jurait qu'il parlait français, avec un accent étranger, peut-être de l'Europe de l'Est. Ce témoignage fit écho à l'entrée du journal où Juliette mentionnait avoir aperçu une silhouette qui les observait. L'idée d'une surveillance organisée des sœurs Arnaud commençait à prendre forme, alimentant des théories d'espionnage en pleine guerre froide. Le contexte géopolitique de l'époque rendait cette hypothèse plausible. La Bretagne, avec ses nombreuses installations militaires et sa position stratégique sur l'Atlantique, était un lieu d'intérêt pour divers services de renseignement. Le phare d'Armorique lui-même se trouvait à proximité d'une zone où la Marine nationale effectuait régulièrement des exercices. L'association Mémoire du phare décida d'approfondir cette piste et adressa une demande officielle d'accès aux archives militaires et des services de renseignement français concernant la région et la période. La réponse fut sans surprise. La plupart de ces documents restaient classifiés, même 50 ans plus tard. Cependant, un ancien officier de la sécurité militaire, qui souhaitait rester anonyme, apporta une confirmation partielle de cette théorie. Il y avait effectivement une surveillance de certains points côtiers à cette période, admit-il, lors d'un entretien avec Lucie Kervella. Des activités soviétiques étaient suspectées dans la région, mais je n'ai jamais entendu parler spécifiquement du phare d'Armorique ou des sœurs Arnaud dans ce contexte. Cette déclaration, aussi prudente soit-elle, ouvrit de nouvelles perspectives d'investigation. Si les sœurs avaient effectivement découvert quelque chose, que ce soit un phénomène naturel inexpliqué ou des activités militaires secrètes, cela aurait pu attirer l'attention d'acteurs qui préféraient que certaines choses restent dans l'ombre. L'hiver s'installa sur la Bretagne, ralentissant quelque peu l'effervescence autour de l'affaire. Les équipes scientifiques poursuivaient leur travail méthodique, loin des projecteurs médiatiques. Sophie Guillaumarche et ses collègues continuaient de décrypter patiemment le journal de Juliette, tandis que des océanographes réexaminaient les données historiques sur les courants marins et les phénomènes lumineux observés dans la région. C'est au début du printemps 2023 que survint un événement qui allait relancer spectaculairement l'enquête.
une tempête exceptionnelle frappa la côte bretonne pendant 3 jours, provoquant des dégâts considérables et modifiant profondément certaines portions du littoral. Près du phare d'Armorique, l'érosion révéla une petite cavité dans la falaise qui était jusque-là invisible. Un randonneur, Vincent Maël, découvrit à l'intérieur un objet métallique à moitié enfoui dans le sable et la roche. « Au début, j'ai cru que c'était juste un morceau de débris, » raconta-t-il. « Mais en l'examinant de plus près, j'ai vu qu'il s'agissait d'un boîtier d'appareil photo ancien. Je l'ai immédiatement signalé aux autorités. Le boîtier, sévèrement endommagé par l'eau de mer et le temps, fut identifié comme appartenant à un Hasselblad, exactement le modèle d'appareil photo que possédaient les sœurs Arnaud et qui avait disparu lors de leur disparition. Plus extraordinaire encore, l'appareil contenait toujours une pellicule. Celle-ci fut confiée aux experts de l'Institut national de la photographie scientifique à Paris, qui entreprirent le délicat travail de restauration et de développement. Après plusieurs semaines d'un travail minutieux, les résultats dépassèrent toutes les espérances. Bien que partiellement endommagées par l'eau et le temps, plusieurs images avaient survécu. La première photo clairement visible montrait la mer au crépuscule, prise depuis la plateforme du phare. Rien d'extraordinaire à première vue. La deuxième montrait la même scène, mais avec une anomalie lumineuse à la surface de l'eau. Une lueur diffuse, verdâtre, qui semblait émaner des profondeurs. Les images suivantes documentaient systématiquement ce phénomène lumineux, qui paraissait s'intensifier et prendre une forme plus définie. Une sorte de dôme ou de sphère lumineuse émergeant partiellement de l'eau. La dernière photo lisible de la séquence, prise apparemment de nuit, montrait cette même sphère lumineuse, maintenant complètement sortie de l'eau et flottant à quelques mètres au-dessus de la surface. Sa luminosité était telle qu'elle éclairait les vagues en dessous comme en plein jour. Ces images provoquèrent une onde de choc dans la communauté scientifique. Pour la première fois, il existait une preuve tangible que les sœurs Arnaud avaient bien observé un phénomène inexpliqué, exactement comme elles l'avaient décrit dans le journal de Juliette. Les experts se divisèrent immédiatement sur l'interprétation à donner à ces images. Certains y voyaient la confirmation d'un phénomène naturel rare mais explicable, peut-être une combinaison de bioluminescence et de phénomènes atmosphériques particuliers. D'autres suggéraient qu'il pourrait s'agir d'un prototype de sous-marin ou d'aéronef expérimental, ce qui expliquerait l'intérêt potentiel des services de renseignement. Et bien sûr, les théoriciens des phénomènes extraterrestres y trouvèrent la validation de leurs hypothèses les plus audacieuses. Au-delà de ces débats, une question cruciale demeurait. Quel lien existait entre ces images et la disparition des sœurs Arnaud ? Étaient-elles simplement témoins d'un phénomène extraordinaire, ou bien ce phénomène était-il directement responsable de leur disparition? La découverte de l'appareil photo apportait une preuve matérielle, mais soulevait de nouvelles énigmes. Comment l'appareil avait-il atterri dans cette cavité rocheuse? Les sœurs l'avaient-elles caché délibérément? Ou quelqu'un d'autre l'avait-il dissimulé là après leur disparition? L'emplacement de la cavité présentait une particularité intrigante. Elle n'était accessible à pied que lors des marées exceptionnellement basses. Or, selon les archives météorologiques et maritimes, la nuit du 14 au 15 novembre 1972 correspondait précisément à une grande marée d'équinoxe, avec un coefficient particulièrement élevé. Cette coïncidence suggérait que les sœurs Arnaud, ou quiconque avait caché l'appareil, connaissait parfaitement les cycles des marées et avait délibérément choisi ce moment précis pour accéder à la cavité. Alors que les experts continuaient d'analyser les images et que l'équipe de Sophie Gouillaumarch progressait dans le déchiffrement du journal codé, un autre élément vint compléter ce puzzle complexe. Lucie Kervella, en fouillant dans les archives personnelles de son grand-père Michel, découvrit une lettre jamais envoyée, adressée au professeur René Menez et datée du 22 novembre 1972, soit quelques jours seulement après la disparition des sœurs. Dans cette lettre, Michel Kervella écrivait « Professeur, j'hésite à vous adresser ces lignes, mais je ne peux garder pour moi ce que j'ai vu.
La nuit du 14 novembre, j'étais en mer sur le Morwena, à environ 3 milles au nord du phare d'Armorique. J'avais embarqué avec mon cousin Yann pour une pêche de nuit. Vers 2h30 du matin, nous avons observé un phénomène lumineux extraordinaire près du phare. Une lumière intense, d'abord sous-marine, puis s'élevant dans les airs. Le phénomène a duré environ 5 minutes. Ce que je n'ai dit à personne, c'est que nous avons clairement vu 2 silhouettes sur la plateforme extérieure du phare. Elles semblaient communiquer avec cette chose, en utilisant le projecteur du phare selon un rythme particulier. Puis, la lumière s'est intensifiée au point de nous aveugler momentanément. Quand nous avons pu regarder à nouveau, les silhouettes avaient disparu. Je n'ai pas osé témoigner officiellement. Qui nous aurait cru? On nous aurait pris pour des ivrognes ou des fous. Mais je sais ce que j'ai vu, professeur, et je pense que vous êtes peut-être le seul à pouvoir comprendre. Si vous souhaitez me rencontrer pour en parler, je serai à votre disposition. La lettre n'avait jamais été envoyée. Michel Kervella avait gardé ce secret pendant toutes ces années, ne le révélant qu'indirectement à travers cette lettre oubliée. Confronté à cette découverte par sa petite fille, le vieil homme, maintenant âgé de 78 ans, fondit en larmes. « J'aurais dû parler à l'époque, » admit-il. « Mais j'avais peur. Peur qu'on ne me croie pas. Peur des conséquences aussi. Mon cousin Yann et moi avions pêché dans une zone interdite cette nuit-là. Et puis, ce que nous avons vu, c'était tellement au-delà de tout ce qu'on pouvait expliquer. Ce nouveau témoignage, combiné aux photographies retrouvées et aux passages déchiffrés du journal, commençait enfin à dessiner un tableau cohérent des événements de cette nuit fatidique de novembre 1972. Les sœurs Arnaud n'avaient pas été victimes d'un simple accident. Elles avaient délibérément établi contact avec quelque chose, ou quelqu'un, qui avait émergé des profondeurs de l'océan Atlantique. Quant à savoir si elles avaient été enlevées contre leur gré ou si elles étaient parties volontairement, si elles avaient péri cette nuit-là ou si elles existaient encore quelque part, ces questions restaient sans réponse définitive. Mais après 50 ans de silence et d'oubli, Camille et Juliette Arnaud avaient enfin récupéré leur histoire. Leur quête de connaissance, leur courage face à l'inconnu, leur détermination à aller au-delà des limites de l'ordinaire, tout cela réémergeait des ombres du passé, aussi lumineux que ces étranges lueurs qu'elles avaient été les seules à documenter dans la nuit bretonne. Et tandis que l'enquête se poursuivait, une question persistait, plus troublante que toutes les autres. Si les sœurs Arnaud avaient effectivement établi un premier contact avec une intelligence inconnue, que ce soit d'origine terrestre, marine ou extraterrestre, ce contact s'était-il vraiment arrêté avec leur disparition? Dans les profondeurs de l'océan qui s'étendait au pied du phare d'Armorique, peut-être que quelque chose ou quelqu'un attendait encore qu'on lui réponde. Part 3. A verdade e o legado. L'été 2023 s'annonçait comme un tournant décisif dans l'affaire des sœurs Arnaud. L'équipe de Sophie Guillaumarche avait finalement réussi à déchiffrer complètement le code utilisé par Juliette dans son journal. Ce qui émergea de ces pages longtemps silencieuses était plus extraordinaire encore que tout ce qu'on avait pu imaginer. 17 octobre 1972. Nous sommes maintenant certaines que les signaux suivent un schéma mathématique universel. Camille a réussi à établir une forme de communication basique en utilisant des séquences de nombres premiers. La réponse est venue immédiatement, comme si il n'attendait que cela depuis des mois. Ce ne sont pas des phénomènes naturels. Ce n'est pas non plus une technologie militaire connue, c'est autre chose. Quelque chose qui semble comprendre nos mathématiques, mais dont l'origine reste mystérieuse. Les entrées suivantes détaillaient méthodiquement l'évolution de cette communication, d'abord rudimentaire, puis de plus en plus complexe. Les sœurs avaient apparemment réussi à établir une sorte de vocabulaire commun basé sur des principes mathématiques, puis sur des concepts physiques simples. 5 novembre 1972. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape décisive. En réponse à notre séquence représentant la structure atomique de l'hydrogène, ils nous ont renvoyé celle de l'oxygène, puis du carbone. Une intelligence qui comprend la chimie des éléments.
Camille tremble d'excitation. Je dois admettre que moi aussi. La dernière entrée déchiffrée, datée du 13 novembre 1972, soit juste avant leur disparition, était particulièrement troublante. Ils nous ont transmis des coordonnées et une date. Demain soir, à marée basse. Ils veulent nous rencontrer directement. Nous avons décidé d'y aller, bien sûr. Comment pourrions-nous refuser ce qui pourrait être le premier contact direct entre notre espèce et quoi que ce soit de l'autre côté? Nous avons caché des copies de nos notes et enregistrements en lieu sûr, au cas où. Je laisse également ce journal dans sa cachette habituelle. Si quelqu'un le trouve un jour, qu'il sache que nous avons agi en pleine conscience des risques, mais aussi des possibilités extraordinaires que représente cette rencontre. Ces révélations provoquèrent une onde de choc bien au-delà des cercles scientifiques. L'idée que deux jeunes femmes aient potentiellement établi un premier contact avec une forme d'intelligence inconnue, 50 ans avant que le monde n'en soit informé, relevait du vertigineux. Mais la véritable percée vint d'une direction inattendue. Alexis Kervénik, petit-fils du docteur Jan Kervénik, mentionné dans l'histoire, était devenu océanographe spécialisé dans les technologies d'imagerie sous-marine avancée. Inspiré par les découvertes récentes, il décida d'utiliser les équipements de pointe dont disposait son laboratoire pour explorer les fonds marins autour du phare d'Armorique. Mon grand-père n'a jamais cessé de se demander ce qu'avaient réellement découvert les sœurs Arnaud, expliqua-t-il. C'est en partie ce qui m'a poussé vers l'océanographie. D'une certaine façon, je poursuis sa quête. L'expédition d'Alexis utilisa une combinaison de sonars multifaisceaux, de magnétomètres et de drones sous-marins autonomes, capables de cartographier les fonds avec une précision inédite. Les résultats dépassèrent toutes ses attentes. À environ 800 mètres au nord-ouest du phare, exactement là où Juliette mentionnait avoir observé les lumières sous-marines, les instruments détectèrent une anomalie géologique majeure, une structure parfaitement circulaire de 50 mètres de diamètre, enfouie sous plusieurs mètres de sédiments. Au début, j'ai pensé à un cratère d'impact ou à une formation naturelle, raconta Alexis lors de la conférence de presse qui fit sensation dans le monde entier. Mais les analyses spectroscopiques révèlent des alliages métalliques qui n'ont aucune raison naturelle de se trouver là. Et la régularité géométrique de la structure est troublante. Les images tridimensionnelles générées par les ordinateurs montraient une forme discoïdale, dont les contours rappelaient étrangement les descriptions des objets submersibles non identifiés mentionnés par les ufologues depuis des décennies. Face à cette découverte, les autorités françaises ne purent maintenir plus longtemps le secret sur certains documents classifiés. Le ministre de la Défense reconnut publiquement que des phénomènes inexpliqués avaient effectivement été détectés dans la zone au début des années 70 et que ces événements avaient fait l'objet d'une surveillance discrète. Plusieurs rapports militaires mentionnent des anomalies acoustiques et électromagnétiques dans ce secteur entre 1971 et 1973, confirma un porte-parole du ministère. Ces phénomènes ont cessé brusquement après novembre 1972. À l'époque, la priorité était donnée à la surveillance d'éventuelles activités soviétiques et ces anomalies ont été considérées comme secondaires. Cette admission officielle ouvrit les vannes d'autres révélations. Des documents déclassifiés de la CIA, obtenus grâce au Freedom of Information Act, confirmèrent que les services américains s'étaient également intéressés à la région dans le cadre d'un programme plus large d'études des phénomènes submersibles anormaux observés dans plusieurs océans du globe. Plus surprenant encore, un rapport daté de décembre 1972 mentionnait spécifiquement la disparition inexpliquée de 2 observatrices civiles françaises qui auraient établi un protocole de communication avec le phénomène. Mais l'élément le plus troublant émergea des archives récemment ouvertes de l'ex-Union soviétique. Un document du GRU, renseignement militaire soviétique, authentifié par plusieurs experts indépendants, révélait qu'un agent avait été spécifiquement chargé de surveiller les activités des sœurs Arnaud à partir d'août 1972. Les sujets ont établi un contact cohérent avec l'anomalie, indiquait le rapport.
Leur méthode de communication, basée sur des séquences mathématiques universelles, pourrait représenter une avancée significative par rapport à nos propres tentatives. Recommande surveillance continue et éventuelle intervention pour accès aux données. Ce document était signé par un certain agent Volkov, identifié par la suite comme Mikhail Volkov, un officier du GRU spécialisé dans la surveillance des technologies occidentales avancées. La révélation de cette surveillance soviétique corroborait parfaitement les témoignages sur l'homme aux jumelles aperçu près du phare dans les jours précédant la disparition. Le mystérieux observateur étranger était vraisemblablement Volkov lui-même. Un autre rapport soviétique, daté du 16 novembre 1972, mentionnait laconiquement « Contact perdu avec l'équipe d'observation. Raison inconnue. Phénomène lumineux intense rapporté par navire de pêche à proximité. Les sujets ne sont plus présents au phare. Impossible de déterminer s'ils ont établi un contact direct avec l'anomalie. » Ces documents, combinés aux témoignages, aux photographies retrouvées et au journal déchiffré, brossaient un tableau de plus en plus clair de ce qui s'était réellement passé cette nuit de novembre 1972. Les sœurs Arnaud, après des mois d'observation et de communication progressive avec un phénomène intelligent d'origine inconnue, avaient apparemment accepté une invitation à une rencontre directe. Elles s'étaient rendues au point de rendez-vous, probablement via la plateforme extérieure du phare, emportant avec elles leur appareil photo qu'elles avaient ensuite dissimulé dans la cavité rocheuse. Ce qui s'était passé ensuite restait sujet à interprétation. Étaient-elles montées volontairement à bord d'un véhicule submersible? Avaient-elles été enlevées contre leur gré? Ou avaient-elles péri lors de cette rencontre? Une chose était désormais certaine. Leur disparition n'était pas due à un simple accident maritime, comme l'avait conclu hâtivement l'enquête initiale. La structure circulaire découverte sur le fond marin représentait maintenant le centre de toutes les attentions. Une expédition internationale fut rapidement organisée, combinant experts civils et militaires, pour explorer cette anomalie de plus près. L'opération Lumière d'Armorique, comme elle fut baptisée, mobilisa des moyens considérables, navires océanographiques équipés des technologies les plus avancées, robots sous-marins capables d'opérer à grande profondeur et une équipe pluridisciplinaire comprenant océanographes, géologues, physiciens et experts en intelligence artificielle. Pierre Arnaud, neveu des disparus, fut invité à se joindre à l'expédition en tant qu'observateur civil. « C'est un moment que mon père aurait tant voulu vivre », déclara-t-il avec émotion lors du départ de la mission. Après 50 ans, nous touchons peut-être enfin à la vérité. Pendant que l'exploration sous-marine progressait, l'enquête terrestre prenait également une nouvelle dimension. La découverte d'un agent soviétique impliqué dans l'affaire soulevait la question cruciale. Jusqu'où était-il allé pour accéder aux informations détenues par les sœurs Arnaud? Les services de renseignement français, en collaboration avec Interpol, lancèrent des recherches pour retrouver Mikhail Volkov, s'il était encore vivant. Sa trace fut finalement repérée dans une petite ville de Biélorussie où l'ancien agent du GRU, désormais âgé de 86 ans, vivait modestement depuis sa retraite. Contre toute attente, Volkov accepta d'être interrogé par une équipe franco-russe. Son témoignage, enregistré dans un hôpital de Minsk où il était soigné pour un cancer en phase terminale, apporta des éclairages cruciaux. « Oui, j'ai surveillé ces deux femmes pendant plusieurs semaines », admit-il sans détour. Moscou s'intéressait à leurs observations depuis que nos capteurs sous-marins avaient détecté des anomalies similaires près de notre base de Mourmansk. Nous pensions initialement qu'il s'agissait d'une nouvelle technologie occidentale. Mais ce que Volkov révéla ensuite était bien plus troublant. La nuit du 14 novembre, j'observais le phare depuis un petit bateau de pêche que j'avais loué sous couverture. J'ai vu les lumières, comme tout le monde, mais j'ai aussi vu les deux sœurs sortir sur la plateforme extérieure, puis descendre vers les rochers. Elles semblaient savoir exactement où elles allaient, malgré l'obscurité et les vagues. Puis il y a eu cette lumière intense, aveuglante. Quand j'ai pu voir à nouveau, elles avaient disparu. Volkov marqua une pause, visiblement troublé par ses souvenirs.
Je n'ai pas tué ces femmes, si c'est ce que vous voulez savoir. Je n'ai même jamais eu de contact direct avec elles. Mon rôle était seulement d'observer et de rapporter. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là, même après tout ce temps, je n'ai toujours pas d'explication rationnelle. L'ancien espion soviétique jura sur son lit de mort qu'il n'avait jamais approché les sœurs Arnaud ni interféré avec leurs activités. Son témoignage fut jugé crédible par les experts en renseignement, d'autant qu'il correspondait parfaitement aux autres éléments de l'enquête. Volkov mourut paisiblement 3 jours après cet entretien, emportant avec lui une partie des secrets de cette nuit mystérieuse, mais ayant contribué à écarter définitivement l'hypothèse d'un acte criminel conventionnel. Pendant ce temps, l'expédition sous-marine réalisait des découvertes stupéfiantes. Après avoir soigneusement retiré les sédiments qui recouvraient l'anomalie circulaire, les robots révélèrent une structure métallique parfaitement préservée, dont la composition chimique ne correspondait à aucun alliage connu. Ce n'est pas de la corrosion normale que nous observons sur cette surface, expliqua le docteur Elena Martinez, métallurgiste de renommée mondiale. Ces motifs ressemblent davantage à une forme d'écriture ou de codage. Et la structure moléculaire du matériau défie nos connaissances actuelles en métallurgie. Plus étrange encore, des capteurs détectèrent une activité électromagnétique faible mais persistante émanant de l'objet, comme s'il était toujours, d'une certaine façon, actif. Nous avons l'impression d'avoir découvert une sorte de module de communication, théorisa le professeur Takashi Imura, expert en système de transmission avancé. Sa forme, sa position, tout suggère qu'il s'agit d'un dispositif conçu spécifiquement pour émettre et recevoir des signaux. L'hypothèse qui se dégagea progressivement était que cet objet pourrait être une balise ou une sonde laissée par quelque chose ou quelqu'un. Sa présence expliquerait les phénomènes lumineux observés par les sœurs Arnaud ainsi que les signaux qu'elles avaient réussi à décoder. Mais l'origine de cet objet restait un mystère complet. Technologie étrangère ultra avancée, artefact d'une civilisation terrestre ancienne inconnue, ou hypothèse la plus vertigineuse, preuve d'une présence non humaine intelligente sur notre planète? La communauté scientifique internationale se divisa sur ces interprétations, mais tous s'accordaient sur un point. Les sœurs Arnaud avaient fait une découverte d'une importance capitale, et leur travail méritait enfin d'être reconnu. L'Académie des sciences décida d'attribuer à titre posthume sa plus haute distinction à Camille et Juliette Arnaud pour leur contribution exceptionnelle à la science et leur approche pionnière de la communication avec des phénomènes inconnus. La cérémonie, qui se déroula en présence du président de la République, fut un moment d'intense émotion pour Pierre Arnaud et sa famille. « Mon père aurait été tellement fier », déclara-t-il en recevant la médaille au nom de ses tantes. Il a consacré sa vie à chercher la vérité sur leur disparition. Aujourd'hui, c'est leur travail scientifique qui est enfin reconnu. Mais au-delà des honneurs académiques, c'est toute une communauté qui redécouvrait son histoire et son rapport à l'inconnu. Le petit village breton, autrefois divisé sur la question des sœurs étranges du phare, les célébrait maintenant comme des héroïnes locales, des pionnières qui avaient osé regarder au-delà de l'horizon connu. Le musée maritime, considérablement agrandi, consacra une aile entière à leur histoire. On pouvait y voir des reproductions de leurs notes, les photographies restaurées, et même une reconstitution détaillée de leur station d'observation dans le phare. Lucie Kervella, dont l'association Mémoire du phare avait joué un rôle crucial dans la résurgence de l'affaire, organisa des conférences internationales sur le thème de la communication avec l'inconnu, attirant chercheurs et passionnés du monde entier. Camille et Juliette nous ont montré qu'il ne faut jamais cesser de questionner, jamais cesser d'observer, déclarait-elle souvent en introduction. Leur approche méthodique, scientifique, mais aussi profondément ouverte face à l'inexplicable, devrait nous inspirer tous. L'impact de cette affaire dépassa largement le cadre local ou même national. À une époque où l'humanité commençait sérieusement à envisager la possibilité d'autres formes d'intelligence dans l'univers, l'histoire des sœurs Arnaud résonnait comme un rappel puissant. Le premier contact
pourrait survenir de façon inattendue, loin des grands centres de recherche, à travers des individus qui sauraient simplement reconnaître l'extraordinaire quand il se présente. Des programmes d'observation côtière furent mis en place dans plusieurs pays, utilisant des protocoles inspirés de ceux développés par les jumelles 50 ans plus tôt. Des milliers de volontaires, équipés de technologies modernes, mais guidés par le même esprit pionnier, scrutaient désormais les océans à la recherche d'anomalies similaires. Mais qu'était-il réellement advenu de Camille et Juliette Arnaud cette nuit de novembre 1972 ? Cette question continuait de hanter tous ceux qui s'intéressaient à leur histoire. La réponse, ou du moins un élément de réponse, vint d'une source inattendue, presque 2 ans après la redécouverte du journal. Marie-Hélène Keflek, 87 ans, vivait dans une maison de retraite à Quimper. Elle avait longtemps travaillé comme infirmière à l'hôpital psychiatrique de la ville. Lorsqu'elle entendit parler de l'affaire des sœurs Arnaud aux informations, un souvenir troublant remonta à la surface. En janvier 1973, environ 2 mois après la disparition dont tout le monde parlait, nous avons reçu une patiente très particulière, raconta-t-elle à l'équipe de Mémoire du Phare venue l'interviewer. Elle avait été trouvée errant sur une plage près de Douarnenez, à environ 80 km du phare d'Armorique. Elle ne parlait pas, semblait profondément traumatisée et n'avait aucun papier d'identité. Ce qui avait marqué Marie-Hélène, c'était l'apparence de cette femme. Elle ressemblait étrangement aux photos des sœurs Arnaud que j'avais vues dans les journaux, mais elle avait les cheveux complètement blancs, comme si elle avait vieilli prématurément, et sa peau présentait une pigmentation inhabituelle, presque irisée par endroits. La patiente était restée à l'hôpital pendant 3 semaines, toujours silencieuse, dessinant constamment les mêmes motifs étranges, des cercles, des spirales et ce qui ressemblait à des équations mathématiques complexes. Un matin, elle avait simplement disparu de sa chambre. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres fermées. Personne n'a jamais compris comment elle avait pu sortir. Le dossier a été classé comme une fugue et l'affaire oubliée. Ce témoignage, aussi intrigant soit-il, aurait pu rester anecdotique s'il n'avait été corroboré par 2 éléments troublants. D'abord, les archives de l'hôpital confirmèrent l'admission d'une Jane Doe, identité inconnue, correspondant exactement à la description donnée par Marie-Hélène aux dates mentionnées. Plus significatif encore, les dessins réalisés par cette mystérieuse patiente avaient été conservés dans son dossier médical. Lorsque ces dessins furent analysés par les cryptographes qui avaient déchiffré le journal de Juliette, ils constatèrent avec stupéfaction que les symboles utilisés étaient identiques à certains passages codés du journal, notamment ceux qui semblaient décrire la méthode de communication avec le phénomène sous-marin. Il y a une correspondance parfaite entre ces symboles et ceux inventés par les sœurs Arnaud, confirma Sophie Guillaumarch. La probabilité que cette similitude soit due au hasard est pratiquement nulle. Cette découverte ouvrait une possibilité vertigineuse. Au moins l'une des sœurs Arnaud aurait survécu à la mystérieuse rencontre du 14 novembre 1972 pour réapparaître brièvement 2 mois plus tard, profondément transformée par son expérience. Que s'était-il passé pendant ces 2 mois? Où était-elle allée? Et pourquoi avait-elle disparu à nouveau, cette fois définitivement? Ces questions resteraient peut-être à jamais sans réponse. Pour Pierre Arnaud, cette révélation apporta un mélange complexe d'émotions. Savoir qu'au moins l'une d'entre elles a survécu, même brièvement, c'est à la fois réconfortant et déchirant, confia-t-il. Qu'a-t-elle vécu pour en ressortir ainsi transformée? A-t-elle essayé de communiquer quelque chose à travers ses dessins? Et sa sœur? Tant de questions qui resteront peut-être sans réponse. L'hypothèse la plus largement acceptée, bien que impossible à prouver définitivement, était que les sœurs Arnaud avaient effectivement établi un contact avec une forme d'intelligence inconnue, potentiellement non terrestre. Elles avaient probablement été emmenées ou avaient volontairement suivi cette entité pour une raison qui leur apparaissait suffisamment importante pour risquer leur vie. L'une d'elles, peut-être Juliette, la patiente de l'hôpital n'ayant jamais prononcé son nom, aurait ensuite été renvoyée ou aurait réussi à revenir, mais trop affectée par l'expérience pour communiquer normalement
avec ses semblables. Sa disparition finale de l'hôpital suggérait qu'elle avait peut-être été récupérée par les mêmes entités, ou qu'elle avait choisi de retourner vers elle pour rejoindre sa sœur. Ces théories restaient spéculatives, mais elles s'accordaient avec l'ensemble des preuves désormais disponibles. Le journal, les photographies, les témoignages et les étranges dessins de la patiente de l'hôpital psychiatrique. Quant à l'objet circulaire découvert dans les fonds marins, son étude se poursuivait avec des moyens toujours plus sophistiqués. Les scientifiques étaient parvenus à détecter de faibles émissions d'ondes qui semblaient suivre un schéma régulier, peut-être un signal de balise ou une tentative persistante de communication. Plus remarquable encore, ces émissions s'étaient légèrement intensifiées depuis le début des recherches, comme si l'objet réagissait à l'attention qu'on lui portait. Cette découverte raviva les débats sur l'opportunité ou non d'essayer d'établir activement un contact, en s'inspirant des méthodes développées par les sœurs Arnaud 50 ans plus tôt. Un comité international fut formé pour étudier cette possibilité, rassemblant scientifiques, philosophes, diplomates et représentants religieux. Les discussions furent intenses, reflétant les craintes et les espoirs que suscitait cette perspective. « Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire », avertit un astrophysicien renommé. Établir un contact pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour l'humanité entière. Mais rester silencieux face à cette opportunité serait trahir l'esprit même de la recherche scientifique, rétorqua une philosophe des sciences. C'est précisément ce courage face à l'inconnu qui définissait Camille et Juliette Arnaud. Après des mois de délibération, le comité adopta une position prudente mais ouverte. Des tentatives limitées de communication seraient autorisées, suivant un protocole strict inspiré des méthodes des sœurs Arnaud, mais enrichi des connaissances accumulées depuis. Le premier message, une simple séquence de nombres premiers comme celle utilisée par les jumelles en 1972, fut envoyé vers l'objet submergé le 17 novembre 2025, exactement 53 ans après leur disparition. Pendant plusieurs jours, aucune réponse ne fut détectée. Puis, au matin du 5e jour, les capteurs enregistrèrent une modification subtile, mais indéniable dans le schéma d'émission de l'objet. La séquence de nombres premiers était renvoyée, suivie d'une nouvelle séquence qui semblait correspondre à un système de coordonnées. Ces coordonnées pointaient vers un endroit précis, la petite plage près de Douarnenez, où la mystérieuse patiente aux cheveux blancs avait été retrouvée en janvier 1973. La signification de cette correspondance était troublante. Quoique soit l'intelligence derrière l'objet sous-marin, elle semblait connaître parfaitement l'histoire des sœurs Arnaud et leur devenir. Plus encore, elle paraissait vouloir communiquer spécifiquement sur ce sujet. Pour Pierre Arnaud, désormais âgé de 61 ans, cette révélation représentait un tournant émotionnel majeur. « Pendant toutes ces années, ma famille a cherché des réponses », déclara-t-il lors d'une conférence de presse. Maintenant, il semble que ces réponses aient toujours été là, attendant que nous posions les bonnes questions, de la bonne manière. Le village côtier qui avait été le théâtre de cette extraordinaire histoire connut une transformation profonde. De petits ports de pêche somnolents, il devint un centre mondial pour l'étude des phénomènes inexpliqués et la recherche sur les communications potentielles avec d'autres intelligences. L'ancien café du port, où les sœurs Arnaud venaient parfois siroter un café en observant silencieusement le monde autour d'elles, fut transformé en un lieu de rencontre pour chercheurs et passionnés du monde entier. Le phare d'Armorique lui-même, toujours fonctionnel mais désormais entièrement automatisé, reçut une protection spéciale en tant que site historique d'importance mondiale. Une plaque commémorative y fut installée, portant ces mots simples mais puissants, à Camille et Juliette Arnaud, qui ont regardé au-delà de l'horizon et ont osé répondre à l'inconnu. Leur lumière guide encore ceux qui cherchent. Chaque année, le 17 novembre, une cérémonie simple mais émouvante réunissait habitants et visiteurs sur la pointe rocheuse face au phare. À la tombée de la nuit, des centaines de lanternes flottantes étaient mises à l'eau, créant une constellation mouvante qui semblait répondre au faisceau puissant du phare, balayant l'obscurité. Pour beaucoup,
Ce moment était devenu un symbole d'espoir et de questionnement, un rappel que notre univers recèle encore d'innombrables mystères à explorer et que le courage d'affronter l'inconnu reste l'une des plus nobles qualités humaines. La dernière pièce du puzzle vint 3 ans après le début des communications avec l'objet sous-marin. Une séquence particulièrement complexe fut décodée par les ordinateurs quantiques spécialement programmés pour cette tâche. Cette séquence, une fois traduite, semblait être un message direct, presque une confession. Elles sont venues volontairement. Elles ont compris avant tous les autres. Nous n'avions pas anticipé l'impact de notre environnement sur leur physiologie. L'une est retournée brièvement pour témoigner. L'autre est restée. Elles vivent maintenant dans notre mémoire collective. Leur curiosité, leur courage, leur capacité à transcender leurs limites, ces qualités définissent ce que vous appelez l'humanité. Nous continuons d'apprendre d'elles, comme elles ont appris de nous. Le dialogue qu'elles ont initié ne s'est jamais interrompu. Il ne fait que commencer. Ce message, aussi cryptique soit-il, apportait une forme de clôture à l'histoire des sœurs Arnaud. Elles n'avaient pas simplement disparu dans la nuit bretonne, elles avaient fait un choix, embrasser l'inconnu, et d'une certaine façon, continuer d'exister, peut-être transformée au-delà de notre compréhension, mais toujours présente dans cette étrange communication entre deux formes d'intelligence. Pour le monde scientifique, cette confirmation d'une présence intelligente non humaine sur Terre, qu'elle soit d'origine extraterrestre, ultraterrestre ou autre, représentait un changement de paradigme sans précédent. Pour la famille Arnaud et la communauté locale, c'était avant tout la validation de ce qu'ils avaient toujours ressenti. Camille et Juliette étaient des pionnières, des exploratrices de l'inconnu qui avaient simplement eu le malheur, ou peut-être le privilège, d'être très en avance sur leur temps. Le dialogue avec l'intelligence inconnue se poursuit aujourd'hui, prudent mais constant, enrichissant progressivement notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Quant au phare d'Armorique, il continue de projeter sa lumière sur l'océan, guidant les navires comme il l'a toujours fait. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, chaque balayage de son faisceau puissant représente bien plus qu'un simple signal de navigation. C'est un rappel que les frontières de notre monde sont peut-être plus poreuses que nous ne l'imaginons, que l'inconnu nous entoure, nous observe peut-être, attendant seulement que nous soyons prêts à établir le contact. Et quelque part, peut-être au-delà de notre compréhension actuelle, 2 jeunes femmes aux yeux clairs et au sourire identique continuent d'observer, d'apprendre et de communiquer, ambassadrices involontaires mais courageuses de l'humanité face à l'infini. Comme l'écrivit Pierre Arnaud dans la préface du livre qui raconte leur histoire, la vérité met parfois des décennies à émerger des profondeurs, mais comme la lumière du phare, elle finit toujours par percer l'obscurité. Camille et Juliette nous ont montré que les véritables frontières ne sont pas celles qui séparent les terres et les mers, mais celles qui limitent notre imagination et notre courage. La mer continue de battre les rochers de Pennard Rock. Le vent d'automne souffle toujours sur la pointe bretonne et le phare d'Armorique poursuit sa veille éternelle. Mais désormais, quand les habitants lèvent les yeux vers sa silhouette blanche dans la nuit, ils savent que sa lumière éclaire bien plus que l'océan. Elle illumine aussi les possibilités infinies de notre univers et le courage de ceux qui osent les explorer. La vérité peut prendre son temps pour émerger, mais elle n'oublie jamais.